Esteban ouvre les yeux, mais il n'est pas sûr d'être réellement réveillé. Il passe une main sur sa joue, son nez, l'autre sur son front, comme pour s'assurer de sa propre présence. Contre toute attente, son visage est bien là, brûlant, sec, tanné par le soleil. Un léger balancement traverse son corps de ses orteils à la racine de ses cheveux. Ça n'est pas désagréable, mais cela le maintient dans une rêverie qui l'empêche de mettre ses idées en ordre. Il prend tout à coup conscience qu'il n'est pas couché sur sa paillasse. Son dos raide est plaqué sur un sol rugueux. Sa nuque est engourdie. Il a dû dormir là plusieurs heures sans même s'en rendre compte. Où suis-je ? Dans une grimace, il tend le bras pour attraper la corde devant lui, se redresse et ne peut retenir un soupir de soulagement. Depuis maintenant 6 jours qu'il a quitté la Havane, Esteban vit un rêve dont il craint d'être tiré à tout instant. Ce qui s'étend devant ses yeux est pourtant bien réel. Sur le pont, les soldats s'entraînent comme tous les jours au maniement de leurs armes, tandis que les matelots réajustent continuellement la position des voiles avec une précision d'orfèvre. Leur efficacité permet à la flotte d'avoir 1 jour d'avance sur les prévisions du capitaine. Les navires traversent déjà le détroit de Floride, saluant une dernière fois les plages du Nouveau Monde, avant de s'élancer dans l'immensité de l'Atlantique. 3 mois les séparent du port de Séville. Esteban savourera chaque jour du voyage. C'est la toute première fois qu'il met les pieds sur un de ces immenses navires qu'on appelle galions. Il a dû mentir sur son âge pour embarquer. Jamais le capitaine n'aurait accepté d'engager un garçon de 13 ans, totalement inexpérimenté, dans une expédition d'une telle importance. Car le convoi transporte une cargaison inestimable. En plus de 14 millions de pesos, les cales des navires sont gorgées de plusieurs tonnes d'or, d'argent et de diamants, de sucre, de cacao et de fruits exotiques. La couronne espagnole ne peut se passer de telles ressources, dont elle n'a déjà que trop attendu la livraison. Pour Esteban, ce voyage est le premier de la vie de marin à laquelle il aspire depuis l'enfance. Et si les matelots n'ont d'abord vu en lui qu'un mousse maladroit, il a su rapidement leur prouver sa valeur. Il travaille bien, vite et ne se plaint jamais. Mais ce qui force le sourire des vieux loups de mer, c'est son émerveillement devant les moindres aspects de la vie à bord. 1 semaine après le départ, l'enthousiasme de l'équipage gagne même le capitaine de l'expédition. Et pour cause. Pas un seul navire ennemi à l'horizon. Il faut dire que la couronne ne plaisante pas avec son trésor. Outre les nombreux soldats engagés, tous armés jusqu'aux dents, chacun des 10 galions compte 40 canons. Il ne se trouve pas dans toutes les Caraïbes un seul pirate assez fou pour attaquer une telle armada. Esteban ne verra pourtant jamais Séville. En ce 31 juillet 1715, la flotte espagnole qui transportait l'un des plus grands trésors de l'histoire fut surprise par un ouragan d'une violence inouïe. Les vaisseaux tentèrent de faire demi-tour pour accoster sur les plages de Floride en catastrophe, mais tous sombrèrent à quelques encablures du rivage. Il n'y eut aucun survivant. Dès le lendemain, des murmures portés par les vents gagnèrent chaque port des Caraïbes. Il existerait un inestimable trésor, un trésor perdu au large de la Floride, un trésor qui dépasse l'imagination. Des centaines d'hommes se mettent en chasse, l'or les appelle. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Barbe Noire, corsaire mystérieux, flibustier légendaire, c'est l'une des figures mythiques de l'âge d'or de la piraterie. Dans cette première partie, je vous parlerai de l'essor de la République pirate et du mentor de Barbe Noire, le capitaine Benjamin Hornigold. Un visage épuisé, triste et défait, se reflète à la surface de son verre de rhum. Jamais Benjamin Hornigold n'avait pensé que la paix puisse être plus cruelle encore que la guerre.
Mais après 13 années sanglantes, pendant lesquelles ces hommes et lui risquaient quotidiennement leur vie, le capitaine réalise l'ampleur de la catastrophe. Ayant signé la fin des hostilités avec l'Espagne, l'Angleterre, ruinée, a pris la décision de réduire drastiquement les effectifs de sa flotte. Des 40 000 hommes sous ses ordres, la Royal Navy vient de se séparer de 30 000 d'entre eux, les laissant seuls à des milliers de kilomètres de la mer patrie. Nous sommes en décembre 1714, au cœur des Caraïbes. Des centaines de marins, désormais désœuvrés, dilapident leur dernière solde dans les tavernes de Nassau, sur l'île de New Providence, avec le sentiment d'avoir été trahis par le roi. Hornigold demande plus de rhum et plante ses yeux dans ceux du tenancier. « Je paierai. Laisse la bouteille. » En ce début du XVIIIe siècle, les puissances européennes, l'Espagne et le Portugal en tête, intensifient toujours plus leur exploitation du Nouveau Monde. Depuis 2 siècles, les conquistadors soumettent les peuples locaux et massacrent tous ceux qui leur résistent. Le commerce qui découle de leur pillage ne cesse de croître et suscite naturellement toujours plus de convoitises et de conflits. Dès 1701, l'Angleterre profite de l'instabilité de l'Espagne provoquée par la mort du roi pour lui déclarer la guerre. Dans le but d'ébranler l'économie de leur nouvel ennemi, les Anglais cherchent à le couper de ses colonies florissantes. Des corsaires sont alors engagés par milliers. Rattachés à la Royal Navy, ces mercenaires marins ont pour mission d'attaquer, piller et couler tous les vaisseaux espagnols en mer des Caraïbes. En échange, ce qu'ils trouvent à bord des navires leur appartient. Mais si la proposition semble alléchante, les butins des corsaires ne sont en fait pas toujours d'une grande valeur. Hornigold et ses hommes, comme beaucoup d'autres, doivent donc gagner leur vie semaine après semaine en espérant la prise qui fera d'eux des hommes riches. Dans la région, leur réputation les précède désormais. Il leur suffit parfois d'approcher un bâtiment pour que celui-ci se rende sans résistance. Dans ces cas-là, Hornigold garantit toujours la vie sauve des passagers. Ainsi, d'île en île, de taverne en campement de pêcheurs, on dit que sa connaissance des mers, sa bravoure et son sens de l'honneur font de lui le meilleur capitaine des Caraïbes. 13 ans se sont maintenant écoulés depuis la déclaration de guerre de 1701 et le chef corsaire est à la croisée des chemins. S'il respecte la paix, ses hommes et lui peuvent dire adieu à leur rêve de richesse. S'ils la rompent, ils seront accusés de trahison et poursuivis sans relâche jusqu'à ce que chacun d'entre eux subisse le même sort, un saut dans le vide suivi d'un arrêt brutal. Mais aussi cruciale qu'elle soit, Hornigold sait qu'il ne peut prendre cette décision seul. Cela serait contraire au code que son équipage et lui-même ont lentement élaboré année après année. Il vide son verre d'une traite et prend la direction du campement après avoir laissé un écu argenté sur la table. Il n'a maintenant plus un sou, cette pièce était la dernière qui lui restait. Au soir, on discute d'abord à la lueur des braises pendant de longues heures, puis les marins sont invités à voter un à un librement. À mesure que les mains se lèvent, les respirations se font courtes, et le verdict finit par tomber. À l'unanimité, les hommes de Benjamin Hornigold font cette nuit-là le choix de poursuivre le seul métier qu'ils ont appris. Ils vont naviguer pour tuer, tuer pour piller, piller pour naviguer. C'est un aller sans retour. Les corsaires choisissent de devenir pirates. Seulement quelques mois plus tard, la rumeur du naufrage épique de 10 galions atteint leur campement. Une aubaine pour les nouveaux pirates. Mais ils ne se doutent pas qu'un rival redoutable les devance. Henry Jennings se précipite vers le trésor, toute voile dehors. Au premier coup de feu, il est déjà trop tard. Les Espagnols n'ont pratiquement aucune chance de s'en sortir, tant ils sont surpris par la soudaineté de l'assaut. Les pirates anglais ont contourné leur campement pour les prendre à revers. Les voilà coincés dos à l'océan, sans solution de repli. Leurs pertes sont déjà très lourdes. Les pirates sont galvanisés par l'enjeu de leur attaque. En cas de succès, ils mettront la main sur les fortunes repêchées par les Espagnols dans les épaves de leurs galions. La plage devient le théâtre d'un affrontement sanguinaire. Les corps sont d'abord mutilés par des tirs de mousquet, mais aucun des deux camps n'a le temps de recharger. Les sabres enragés frappent violemment les baïonnettes avant que les duels ne tournent au corps à corps bestial. Malgré leur vaillance, les soldats du roi d'Espagne sont progressivement dépassés par la fureur de leurs assaillants.
Les cris de terreur des blessés se mélangent au fracas des vagues avant qu'ils ne soient achevés les uns après les autres. Henry Jennings, le capitaine qui vient de mener ses hommes à la victoire, signe un exploit sans précédent. Au total, sa troupe saisit l'équivalent de 90 000 livres anglaises en or espagnol. Mais alors qu'il s'apprête à donner l'ordre de reprendre la mer, Jennings remarque une traînée de sang dans le sable. Un blessé semble avoir rampé vers l'intérieur des terres. Le chef pirate ne peut pas risquer que le survivant prévienne les siens. L'armée espagnole risquerait d'envoyer des centaines d'hommes à leur trousse. Jennings rattrape le fugitif en quelques minutes et après avoir calmement rechargé son pistolet, le pointe sur sa tête. Pas de pitié pour les Espagnols. Jamais. Quand Benjamin Hornigold et ses hommes atteignent le campement quelques heures plus tard, ils ne trouvent que des cadavres et des tentes lacérées. Tous les coffres sont vides. Leurs rivaux n'ont pas laissé un seul écu derrière eux. Leurs anciens corsaires enragent, mais leur chef n'a pas l'intention de s'attarder sur cet échec. Pour lui, la prise de Jennings prouve simplement que l'heure des pirates est enfin venue. Il est convaincu que la chance finira par sourire à ses hommes, à condition qu'ils redoublent d'efforts et de ruses. De retour à Nassau, les hommes de Jennings, eux, sont enivrés par leur triomphe. Tous se vantent d'avoir réalisé le pillage le plus important de l'histoire des Caraïbes. Le rhum coule à flot tandis que les feux d'artifice illuminent les plages de New Providence. Tard dans la nuit, les héros du jour commencent même à rire haut et fort du retard des hommes d'Hornigold, mais complètement saouls, ils s'interrompent très rapidement. Sage décision. En réalité, Hornigold n'a pas la moindre intention de répondre à leur provocation. Il voit beaucoup plus loin qu'une simple nuit d'ivresse. Il sait que si les pirates veulent survivre au milieu des armées coloniales, ils n'ont aucun intérêt à se battre entre eux. Ils devraient même s'unir. Si former une seule et même armée semble inenvisageable au vu de la rivalité des factions, ils pourraient tout du moins cohabiter sur l'île de New Providence. Elle est idéalement située sur la route du commerce européen. La ville de Nassau deviendrait alors le repère idéal, un havre de paix pour planifier leurs attaques, doublé d'un parfait refuge en cas de danger. Quelques mois plus tard, cette idée aussi folle que géniale donne naissance à la République des pirates. Le destin choisit alors de placer sur la route d'Hornigold un pirate ambitieux, ancien corsaire comme lui. L'homme se distingue par une carrure massive qui contraste avec ses yeux qui semblent toujours prêts à rire. Mais ce que l'on remarque surtout, c'est son imposante barbe noire. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. 2 tracés blancs parallèles sur l'océan turquoise, 2 navires fendant les flots de la côte atlantique. Au gouvernail de l'un d'entre eux, posté sur le pont supérieur, Benjamin Hornigold sait qu'il touche au but. C'est une belle journée pour être un pirate. Fermant les yeux pour donner son visage au soleil, le capitaine goûte à quelques instants de calme, avant d'ordonner la tempête. Cible en vue. Les 2 vaisseaux se séparent l'un de l'autre afin d'encercler leur proie, et vu leur vitesse, ce n'est qu'une question de minutes avant qu'ils ne la rattrapent. Après 3 jours et 3 nuits de poursuite, les pirates brûlent d'impatience. Pour ces hommes, il n'y a pas d'ivresse plus grande que celle de savoir un trésor à portée de longue vue. Si leurs informations sont exactes, ils sont sur le point de réaliser l'une de leurs plus belles prises. Les cales des marchands espagnols qu'ils suivent sont remplis de centaines de barils d'un vin précieux venu de Madère qu'ils pourront écouler à prix d'or dans toutes les Caraïbes, en conservant bien sûr une large partie pour leur plaisir. Hornigold n'a cependant pas l'habitude de sous-estimer ses adversaires, et il sait que le succès de l'attaque n'est pas garanti. Son équipage est aujourd'hui confronté à un défi de taille. Pour ne pas totalement détruire la marchandise convoitée, il faut limiter l'usage des canons. Cela rendra l'abordage beaucoup plus difficile, car les soldats auront eu le temps d'organiser leur défense. Le capitaine a donc décidé de ne pas jeter d'emblée ces 2 navires dans la bataille.
son propre vaisseau va d'abord tirer plusieurs coups de canon sur la trajectoire de l'ennemi pour l'effrayer et le forcer à ralentir. Une fois son allure réduite, le second vaisseau doit mener un premier abordage avant qu'Hornigold ne crée le surnombre avec une seconde vague létale que les Espagnols ne pourront contenir. À la tête de la première vague, Hornigold a choisi de placer un homme du nom d'Edward Teach. En seulement quelques mois, ce nouveau membre de son équipage a su se rendre indispensable. Marin chevronné, il manie le sabre aussi bien que les armes à feu et ne recule jamais devant l'ennemi. Les pirates l'admirent autant qu'ils le craignent. Plusieurs d'entre eux lui doivent la vie et tous ont été témoins de la solidarité sans faille dont il fait preuve à chaque combat. Comme prévu, la première canonnade ralentit presque immédiatement les Espagnols. L'attaque peut commencer. Le navire de Teach fond droit sur les marchands et le drapeau que l'équipage déploie ne laisse aucun doute sur ses intentions. À la place du traditionnel tissu noir, une étoffe rouge à tête de mort est hissée sur le mât principal. Tous les marins du monde savent que cette couleur n'a qu'une seule signification, pas de quartier. Ce jour-là, Edward Teach monte encore le premier sur le pont du navire marchand. Il embroche 2 Espagnols d'un seul coup d'épée, plonge au sol pour esquiver une baïonnette et se relève en ramassant un pistolet. Son tir fracasse la tête d'un 3e homme qui bascule par-dessus bord. Et pendant ce qui semble un instant suspendu, ses compagnons le regardent ébahi décimer une 15aine de soldats sans hésitation, comme s'il anticipait chacun de leurs mouvements. Il n'y aura pas besoin d'une seconde vague. Edward Teach a pris possession du navire à lui tout seul. L'homme à la barbe noire commence à écrire sa légende. Au cours de l'année 1717, Benjamin Hornigold et ses pirates multiplient les succès dans les Caraïbes. Ils représentent une menace constante pour la marine marchande et après des mois de pillage, ils n'ont plus aucun mal à financer leurs expéditions. Si leur réputation n'est plus à faire dans la République des pirates, c'est aussi grâce à un homme en particulier qui n'a cessé de monter au sein de la hiérarchie ces derniers mois, Edward Teach. Hornigold a tout de suite remarqué ce pirate sans peur qui ne vit que pour la mer, le rhum et les combats. À Nassau, la capitale des flibustiers, on a pourtant l'habitude de croiser des forces de la nature qui exhibent tout fièrement leurs cicatrices comme autant de preuves de virilité. Mais Teach est un cas à part. Plus encore que sa large carrure, c'est surtout son impressionnante barbe qui marque les esprits. Depuis quelque temps, cette dernière lui vaut d'ailleurs un surnom qui fait l'unanimité sur l'île de New Providence, Barbe Noire. Pour autant, ça n'est évidemment pas pour son apparence qu'il est apprécié de son capitaine. Teach sait lui-même que ce ne sont pas les cicatrices, le surnom et certainement pas la barbe qui font un pirate, ce sont ses actes. Dès qu'il faut se battre, il fait donc preuve d'aptitude extraordinaire. Mais de retour sur la terre ferme, son humeur alterne entre un silence ténébreux qui tend à l'isoler de jour et un goût prononcé pour les tavernes après la nuit tombée. Outre ces silences, ce qui intrigue le plus Hornigold, c'est le niveau d'instruction dont semble avoir bénéficié son nouvel homme fort. Il sait lire et écrire, rarissime chez les pirates. Fréquemment accompagnés de rhum, les 2 hommes évoquent ainsi jusqu'à tard dans la nuit les lectures qui les ont marqués. Teach cite parfois d'illustres auteurs à ses compagnons, tentant même, non sans mal, de leur enseigner des rudiments de philosophie. Quoi qu'il en soit, le respect mutuel qui se développe entre Hornigold et Teach pousse leurs ambitions toujours plus loin. En associant l'expérience du premier à la témérité féroce du second, ils rêvent d'asseoir une domination totale sur les Caraïbes. Aujourd'hui, leurs 2 navires s'apprêtent à mener un abordage des plus audacieux. Au sud-est de Porto Rico, ils vont tenter d'intercepter une frégate française de 300 tonnes armée de 40 canons, le Concorde. Bien qu'en infériorité numérique et moins bien armés, les pirates possèdent un avantage de taille sur le navire français. Leurs 2 sloops, des vaisseaux légers, rapides, armés chacun d'une dizaine de canons, vont leur permettre de harceler le navire tout en le contournant sans cesse pour ne pas s'exposer à son artillerie dévastatrice. Ralenti, comme encombré par son poids, le Concorde peine à exploiter sa puissance de feu et se voit infliger des tirs d'une précision chirurgicale. Les Français subissent de lourdes pertes en plus de voir leurs précieux canons démolis les uns après les autres.
Tels des requins cernant progressivement leur proie, les sloops effectuent des cercles de plus en plus proches de la frégate. Ils comptent finir par aborder le navire des deux côtés. Cependant, les pirates souhaitent éviter d'affronter au corps à corps des dizaines de soldats de métier. Ils préféreraient leur laisser la vie sauve pourvu qu'ils se rendent. Pour les inciter à déposer les armes, les sloops ne hissent pas leur drapeau rouge, mais leur drapeau noir, donnant le signal qu'ils n'ont pas l'intention d'exterminer les Français à tout prix. Leur stratégie s'avère payante. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les pirates se rendent maîtres du Concorde sans tirer un seul coup de feu. Il leur faudra bien sûr plusieurs semaines pour remettre la frégate en état, mais une fois réparée, elle sillonnera les mers escortée par les deux sloops. Hornigold, Teach et leurs hommes deviendront alors inarrêtables. La couronne britannique a longtemps tergiversé, mais elle a finalement décidé de mettre un terme aux activités pirates en mer des Caraïbes. Cela fait trop d'années que les anciens corsaires perturbent à la fois son commerce et les efforts diplomatiques qu'elle déploie pour pacifier ses rapports avec ses voisins. 10 navires anglais, lourdement armés, sont sur le point de quitter Bristol. Chacun de ces vaisseaux de guerre transporte des dizaines de canons et au total, près de 300 soldats vont appareiller vers le Nouveau Monde. Woodes Rogers, un commandant expérimenté, s'est vu confier la charge de mener l'expédition. Il est porteur d'un message clair. Les pirates qui déposeront leurs armes obtiendront le pardon du roi. Mais s'ils décident de résister, ils subiront l'extraordinaire puissance de feu de la Royal Navy. Pour que son message ne souffre aucune ambiguïté, Rogers a insisté pour transporter avec lui des milliers de brochures qu'il entend répandre dans les ports caribéens. Le choix qu'il offre au hors-la-loi s'y trouve résumé par 2 dessins limpides, le sceau du roi ou le nœud d'une corde, accompagné par la mention « Pirates, vous voilà prévenus ». S'il y a peu d'équipages qui, au sein de la République pirate, peuvent rivaliser avec l'armée anglaise, celui d'Hornigold et Teach en est capable. Mais l'ultimatum posé par Rogers va diviser pour la première fois cet équipage dont la cohésion semblait jusqu'ici immuable. Depuis qu'il sévit dans les Caraïbes et en souvenir des années durant lesquelles il a défendu la bannière de son roi, Hornigold a toujours catégoriquement refusé d'attaquer des navires anglais. Le capitaine se trouve donc à la croisée des chemins. Il y a 4 ans, quand il a choisi d'embrasser la piraterie, son équipage l'avait suivi comme un seul homme. Aujourd'hui, il ne peut se résoudre à trahir une seconde fois sa patrie. Il ne sait pas encore que cette fois, la plupart de ses hommes ne partagent pas son nouvel état d'esprit. Le soir du 28 novembre 1717, conformément au code qui l'a toujours guidé, l'équipage d'Hornigold va donc voter pour maintenir son capitaine ou le remplacer. Le débat qui précède l'instant fatidique est houleux, long, pesant, mais ne dégénère pas. Les compagnons unis depuis trop longtemps par des liens devenus fraternels au fil des combats n'iront jamais jusqu'à se battre entre eux. Tard dans la nuit, on décide qu'il est finalement l'heure de voter. À la lumière d'une lune pleine qui découpe des silhouettes argentées, les mains se lèvent une à une comme au premier jour. À l'évidence, le vote de Teach est attendu par tous. Il peut faire basculer nombre d'hommes d'un côté ou de l'autre. Mais ce soir-là, quand vient son tour, Edward Teach n'esquisse aucun mouvement. Assis dans le sable, le regard perdu dans un feu de camp qui n'offre plus que quelques braises rougeâtres, il se tait, se contentant de porter lentement à ses lèvres une gorgée de rhum. Son visage, comme ses doigts que l'on voit légèrement trembler sur sa bouteille, ne peuvent cacher son indicible tristesse. Le colosse à la barbe noire sait qu'il va perdre son mentor. Le vote se poursuit sans qu'aucun autre son ne soit entendu que l'écho de la mer des Caraïbes. Et Benjamin Hornigold est finalement destitué. Quelques jours plus tard, le capitaine emblématique s'apprête à quitter Nassau. Fidèle à ses principes, il n'éprouve pas de rancune à l'égard de ses hommes. Après tout, il leur a toujours demandé d'appliquer le code. Sans un mot, mais en mémoire des échanges qu'ils avaient pris l'habitude d'entretenir les soirs où la vie de pirate leur semblait la plus belle du monde, Teach glisse dans les mains d'Hornigold un livre d'Aristote dans lequel il a pris le soin d'inscrire lui-même cette phrase du philosophe « Il existe 3 sortes d'hommes, les vivants,
les morts et les marins. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Le spectacle est sublime. De loin, on dirait que la mer brûle. D'immenses reflets orange dansent dans l'eau sombre, tandis que le ciel se teinte lentement de rose. Ce soir, on a transformé la prise du jour en feu de joie. On a encore le sentiment d'avoir conquis sa liberté, d'avoir vaincu la vie, d'avoir gagné le droit de la poursuivre encore. Les bouteilles de rhum circulent paisiblement, la fierté se lit dans le silence des yeux. En attendant que le capitaine prenne la parole, on a le temps de profiter de la chaleur des flammes et de l'ivresse qui vient avec la nuit. En avril 1718, Edward Teach commande plus de 200 hommes répartis sur 3 vaisseaux. On a cessé de compter les navires marchands pillés par son équipage. L'audace avec laquelle ces hommes osent même affronter des navires militaires porte sa renommée jusqu'en Europe. Les survivants de ces attaques lui prêtent l'habitude d'allumer des mèches de canon dans sa barbe chaque fois qu'il part à l'abordage. La rumeur dit que le démon le rend invincible lorsqu'il dégaine ses sabres. En réalité, Teach est loin de la caricature du pirate assoiffé de sang, mais conscient du pouvoir d'intimidation qu'il peut tirer d'une réputation terrifiante. Il cultive les rumeurs et crée son propre drapeau. Sur fond noir, ce pavillon présente un squelette à tête de diable qui semble danser, transperçant un cœur d'un coup de lance tout en levant un verre de l'autre main. Plus rien ni personne ne semble être en mesure d'impressionner celui que désormais tout le monde appelle Barbe Noire. Pour autant, le capitaine n'est pas dupe. Le vent finira par tourner. Dans toutes les Caraïbes, des équipages déposent les armes en échange du pardon royal et pire encore, certains d'entre eux s'engagent comme chasseurs de pirates auprès de la couronne. La survie de la République des anciens corsaires se trouve de plus en plus menacée. Pour Teach donc, pas question de se reposer sur ses lauriers. Les dangers sont trop nombreux et la vie trop courte. Pas question de renoncer à la liberté tant qu'il y a d'autres batailles à mener, d'autres trésors à chercher, d'autres histoires à écrire pour qu'elles soient racontées. Barbe Noire sort de sa cabine sous les acclamations de ses hommes et vient lentement se placer face à eux. Sa silhouette sombre se découpe dans les flammes ardentes qui s'élèvent derrière lui. Leur rugissement sourd accentue la puissance écrasante que dégage le capitaine. Il exerce sur ses hommes une fascination telle qu'il n'a jamais besoin d'obtenir leur attention pour parler. Il la détient de fait. Ce soir-là, Teach partage avec eux son nouveau plan d'une ambition démesurée. Il veut organiser le blocus de toute une ville, isoler son port, immobiliser ses bateaux et kidnapper suffisamment d'habitants pour obtenir une rançon sans avoir à tirer un coup de feu. Aucun membre de l'équipage n'a même l'idée de questionner la crédibilité d'un tel projet. Il y a longtemps, ces hommes ont choisi d'entamer un voyage dont ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais. Tous ont accepté que leur vie se terminerait au bout d'un sabre ou d'une corde. Mais tant qu'ils suivront le pirate le plus puissant de l'histoire des Caraïbes, ils n'auront peur de rien. On dirait qu'il n'y a pas d'air. Pas la moindre brise dans les voiles, rien pour tempérer la chaleur suffocante qui s'est emparée du pont. William Howard, le quartier-maître, fait lentement les 100 pas depuis plus de 3 heures. Démarche droite, montre en main, mâchoire crispée. De temps en temps, il s'arrête, lève sa longue vue vers le port et après quelques instants la repose pour reprendre obstinément sa marche. Quand il croise le regard interrogateur d'un de ses compagnons, il se contente d'un signe de tête fermé. Immobiles, comme cloués sur le bois brûlant, les pirates transpirent continuellement sans échanger un mot, gagnés par une fébrilité grandissante. Ce n'est pas qu'ils ont particulièrement peur de la colère du capitaine, c'est qu'ils n'avaient jamais imaginé que celui-ci puisse un jour être gagné par le doute. Debout sur la partie supérieure du pont, Barbe Noire crispe violemment ses doigts sur le bastingage pour ne pas laisser paraître la rage qui l'anime. Son plan est sur le point de s'effondrer sur lui-même. Alors que le colosse, les yeux fulminants braqués sur l'horizon, semble sur le point d'arracher le bastingage à main nue,
l'un de ses hommes vient se placer derrière lui. C'est un pirate ayant rejoint l'équipage depuis peu, qui en plus de présenter une balafre mal recousue sous l'œil droit, ne cache pas son goût du sang. Le capitaine ne l'aime pas. Il ne lui accorde même pas un regard. Sans aucune gêne et dans un sourire sadique, le balafré formule à haute voix la solution qui lui semble adaptée à la situation. « Mon capitaine, le moment est peut-être venu d'exécuter quelques otages. » Tout avait pourtant parfaitement commencé. Pendant près d'une semaine, les pirates ont surveillé méticuleusement leur cible et ses environs. Ils n'en ont pas cru leurs yeux. Une escouade de reconnaissance partie durant 2 jours est revenue confirmer ce que les longues vues leur avaient déjà laissé penser. La ville portuaire de Charleston est très vulnérable, et moins bien gardée encore que ce qu'ils croyaient. Cachés dans une baie proche de Charleston, idéale pour couper la route du continent, les navires de Teach ont intercepté un à un les vaisseaux qui quittaient le port. 9 navires en 2 jours. Tous se sont rendus sans opposer la moindre résistance, à tel point que les hommes de Barbe Noire, très confiants, se permettaient de railler leurs prisonniers en scandant « Au nom de la République des pirates, nous nous emparons de ce bâtiment ». Le 2e jour, Samuel Wragg, membre du conseil de la province de Caroline, est capturé. Cet otage de choix permet à Teach de se montrer particulièrement avide dans ses exigences. En plus d'une importante rançon, il somme les autorités de lui fournir quantité de médicaments. L'enchaînement des combats et les efforts physiques qu'il déploie quotidiennement coûtent toujours plus à ses hommes. Barbe Noire préfère anticiper d'éventuels revers de fortune. En très peu de temps, le gouverneur de la ville accède à toutes ses demandes. Et plusieurs pirates se rendent au port pour récupérer leur dû. Mais cela fait maintenant 2 jours qu'ils sont partis et aucun d'entre eux n'est revenu. Chaque minute de retard insulte Barbe Noire, autant qu'elle le force à réagir à la hauteur de sa réputation. Après avoir attendu bien plus de temps qu'il n'aurait dû, le capitaine se rend à l'évidence, il n'a plus le choix. Se tournant vers Howard, il ordonne l'attaque de Charleston. Brûlez tout. Le quartier-maître donne l'ordre aux pirates de prendre leur poste de combat, les canons sont chargés, les fusils sortis des cales et le pavillon rouge est hissé sur les mâts. 8 navires armés jusqu'aux dents prennent la direction du port. Aujourd'hui, l'équipage de Barbe Noire va se salir les mains. Il règne dans Charleston une joyeuse insouciance. La capitale de la Caroline du Sud, colonie anglaise resplendissante, ne cesse de prospérer depuis maintenant plusieurs années, et ce matin, le marché du port bat son plein. Les domestiques se bousculent pour acheter fruits et légumes, tabac, coton, vêtements. Rien ne semble manquer sur les étalages des marchands venus en nombre. Dans la foule se détachent aussi d'élégantes femmes de colons anglais. Raffinées, se protégeant du soleil à l'aide d'ombrelles immaculées, elles cherchent quantité de bijoux et de robes dont elles ont grand besoin. À cette époque, la haute société anglaise organise très fréquemment des bals, concerts et autres événements somptueux. À l'écart du marché, les tavernes sont des lieux de rassemblement plus populaires, habituellement très animés. Les hommes boivent en jouant aux dés et parlent fort pendant que d'autres discutent des affaires qu'ils souhaitent conduire. Mais aujourd'hui, il règne autour des tables un silence particulièrement tendu. Un pêcheur prétend qu'une flotte arborant pavillon noir mouille dans une baie voisine, tout proche du port. Tout le monde sait que l'homme est un alcoolique notoire qui, n'ayant pas d'argent, a pris l'habitude de troquer son poisson contre du rhum. Les clients s'entendent volontiers sur son ivresse avérée et aucun d'entre eux ne porte de crédit à ses délires hallucinatoires. Seulement, ces dires sont corroborés par un autre homme, un marchand respectable qui affirme avoir aperçu plusieurs pirates rôder près de la maison du gouverneur. La peur se répand de table en table et les esprits s'échauffent au point que certains veulent en venir aux mains. Finalement, le marchand propose qu'un groupe de volontaires se rende à pied jusqu'à la baie pour en avoir le cœur net et qu'un autre groupe aille chercher le gouverneur. Une dizaine d'hommes quittent la taverne. En sortant, ils sont éblouis par le soleil pendant plusieurs secondes avant de réaliser qu'ils font face à une vision d'horreur. Des navires se rapprochent à grande vitesse du port. Plusieurs d'entre eux sont armés de canons et tous arborent le pavillon rouge. Les pirates ne feront pas de quartier. La panique se répand sur le marché comme une traînée de poudre. Il faut fuir à tout prix et le plus vite possible.
Alors que les bourgeois tentent de gagner leur calèche, certains marchands abandonnent leur étalage pour se réfugier dans la ville. Les femmes et les enfants s'enferment à clé, tandis que les hommes courent vers la forge, espérant pouvoir y voler des armes et des outils pour se défendre. En l'absence de soldats de métier, ils sont le seul espoir de Charleston. Quand les pirates ne semblent plus qu'à une lieue du port et qu'on peut voir leurs canons pointés sur les habitations, quelques hommes étrangement vêtus font alors leur apparition sur le marché désert. Un âne qui tire une lourde charrette les accompagne. Aussi absurde que cela puisse paraître, leur démarche laisse à penser qu'ils sont complètement saouls. Il n'est rien arrivé aux hommes que Barbe Noire avait envoyés collecter la rançon. Ils ont simplement fêté leur nouvelle victoire avec tellement de rhum qu'ils en ont oublié leur mission. À quelques minutes près, la ville aurait été rayée de la carte. Si le capitaine évite un bain de sang ce jour-là, il comprend néanmoins qu'il va maintenant devoir se faire discret. Le blocus de Charleston constitue pour lui une immense réussite, mais il pourrait tout aussi bien être la provocation de trop. Serait-ce le moment de quitter la piraterie ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Des semaines sans voir la lumière du jour. Une soif telle qu'il n'en a jamais connue, et qui le pousse à lécher le sol humide du matin au soir. William Howard vit un cauchemar dont il ne voit pas la fin. Il est hanté quotidiennement par les cris lointains de prisonniers qui, comme lui, sont entravés par des chaînes tranchantes et rouillées. La volonté de fer qui a fait sa force pendant des années le quitte un peu plus à mesure que défilent ses journées d'agonie. Longtemps, il s'est accroché à la devise que son équipage répétait avant chaque combat. Les hommes de Barbe Noire ne se rendent jamais. Mais il ne se fait plus d'illusions maintenant. Il sait qu'il va finir par parler, par révéler l'endroit où son mentor se cache. Depuis le blocus de Charleston, son ancien capitaine s'est en effet retiré dans un lieu si difficile à trouver que les autorités commencent à croire qu'il n'existe sur aucune carte. Le tortionnaire de William Howard se nomme Alexander Spotswood. Ancien lieutenant-colonel de l'armée britannique devenu gouverneur de Virginie, cela fait plusieurs mois qu'il s'est lancé dans la traque de Barbe Noire et de ses anciens complices. Il sait qu'après leur séparation, les pirates se sont dispersés dans toute la Caroline du Nord et jusque dans la province dont il a la charge, la Virginie. Mais pour Spotswood, il est évident qu'une fois leur pactole dilapidé, les anciens compagnons s'uniront de nouveau pour reprendre la mer. Ce n'est plus qu'une question de temps. En tant que gouverneur, il est de son devoir de protéger la couronne contre tous ses ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur. Pour autant, l'ancien officier n'a pas l'intention de faire aux pirates le cadeau d'un procès. Pour lui, une justice équitable et la possibilité du pardon royal sont loin d'être une menace à la hauteur de ce que mérite le choix d'une vie violente, faite de débauche et de perversité. Tous les pirates méritent la mort. Obsédé par sa quête, Spotswood envisage d'opérer hors de sa juridiction. Si les hors-la-loi se cachent en Caroline du Nord, il n'hésitera pas à y envoyer ses propres hommes, persuadé que le gouverneur de cette province protège les intérêts pirates. Quand après de longues semaines de recherche, il met finalement la main sur l'ancien quartier-maître de Barbe Noire, il se rapproche considérablement de son but. Pour rien au monde, il ne laisserait s'échapper ce précieux prisonnier. Howard est réveillé par un violent coup de pied dans la gorge qui lui coupe instantanément la respiration. Relevé de force, il est traîné pendant de longues minutes dans les sous-sols de la prison jusqu'à une cellule froide qu'il ne connaît maintenant que trop bien. 2 hommes l'attachent à une chaise, tandis qu'un troisième lui tire la tête en arrière, causant dans sa nuque une douleur insupportable. William Howard a l'impression que la pièce se met à tanguer. Il voit la mer. Il voit des nuances de bleu se confondre avec cet horizon qu'il n'a jamais cessé de chasser. Il a l'impression de tenir une corde rêche et brûlante dans sa main, de sentir le soleil sur son visage et le goût du sel sur ses lèvres. Où est Barbe Noire ? Être pirate, c'est une belle vie sur les flots.
2 sloops rapides fondent vers l'île d'Ocracoke sous un ciel menaçant. Le lieutenant Robert Ménard peut voir les plages d'argent qui l'attendent. Il les fixe avec une extrême concentration, la main droite crispée sur le pommeau de son épée. Cet officier de 35 ans, très ambitieux, s'est vu confier par le gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood, la charge de tuer Barbe Noire et de mettre fin à la terreur qu'il fait régner dans les Caraïbes depuis 2 ans. Pour Ménard, qui ne possède pas de protecteur dans l'armée ni de relations dans l'aristocratie, c'est une opportunité inespérée d'obtenir la promotion qui lui échappe, celle qui ferait de lui l'homme accompli, le militaire admiré qu'il a toujours souhaité devenir. Ordonnant que le drapeau britannique soit déployé en haut des mâts, l'officier songe que tout autre résultat qu'une écrasante victoire est inenvisageable. Il se sent prêt à donner sa vie pour elle. Bien que ces hommes soient épuisés par le voyage qu'ils ont fait depuis la Caroline du Nord, Ménard ne peut leur permettre de leur accorder quelques repos. Barbe Noire change trop régulièrement de cachette et peut à tout instant leur filer entre les doigts. Grâce au travail de son unité de reconnaissance, le lieutenant sait que l'équipage des pirates n'est pas au complet. Ces hommes bénéficieront de l'avantage du nombre. Ménard veut à tout prix éviter d'affronter Barbe Noire sur la mer. Sa puissance de feu dépasse largement celle des sloops, qui ne sont même pas équipés de canons. En effet, la mission, illégale puisque commanditée par Spotswood en dehors de la Virginie, n'a pas bénéficié du financement nécessaire à la constitution d'une flotte à la hauteur de l'événement. L'officier se rapproche donc du rivage avec une seule stratégie en tête, créer l'effet de surprise. Le plan de Robert Ménard s'écoule en 1 seconde. C'est un cauchemar. Il ignore comment, mais Barbe Noire l'attendait. Par miracle, les canons pirates ont manqué ces navires, faisant voler dans l'air de grandes gerbes d'écume qui retombent sur les ponts des sloops. Tandis que les pièces d'artillerie sont rechargées, les vaisseaux du lieutenant ont tout juste le temps de se placer dans l'angle mort de l'ennemi. La bataille décisive commence. Soudain, l'officier britannique entend un bruit sourd, comme un violent choc étouffé par la mer. Les 2 sloops, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, tanguent dangereusement puis s'immobilisent sur l'eau. Pour les soldats de la couronne, la situation ne peut être plus désespérée. Leurs 2 vaisseaux qui naviguaient trop près du rivage viennent de s'échouer sur un banc de sable et se trouvent maintenant à la merci des pirates qui peuvent prendre le temps de les ajuster. Le 2e sloop de Ménard est pulvérisé par une salve aussi précise que dévastatrice. La coque est immédiatement fracturée, tandis qu'une dizaine d'hommes meurent sur le coup. D'autres, mortellement blessés, se noient dans des cris de panique abominables sans que personne ne puisse les secourir. Les Anglais ne sont maintenant plus en supériorité numérique. Barbe Noire commet alors une première erreur. Dans un excès de confiance qui ne lui ressemble pas, il décide d'aborder le navire de Ménard pour lancer son équipage dans un corps-à-corps sanglant. Sur son visage, on peut lire la colère qui le consume et toute la rage qui l'anime d'avoir été retrouvé par les autorités. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'un seul de ses opposants survive. Mais Barbe Noire sous-estime son ennemi. Il ne se doute pas que Ménard, caché par la fumée causée par les tirs des canons, prépare à la hâte sur son navire une résistance particulièrement efficace et mortelle. Les lames effilées sont prêtes, les grappins déchirent le bois trempé, les cordes se tendent. Sûrs de leur force, les pirates partent à l'abordage. Robert Ménard était venu pour tuer. Ces hommes n'offrent ni pardon royal, ni compromis, ni pourparlers. Barbe Noire, lui, défend un mode de vie et de survie. Il représente des milliers de marins trahis par leur roi qui ont fait le choix de devenir pirates pour vivre libres. Pour ces 2 hommes que tout oppose, l'affrontement ne peut être qu'un duel à mort. De ceux qui forgent les légendes. Le ciel est désormais si sombre qu'on dirait qu'il fait nuit. L'orage commence, nous sommes le 22 novembre 1718 et désormais seules les armes doivent parler. Les pirates déferlent sur le pont animés d'une férocité vertigineuse. Face à eux, une quinzaine d'Anglais seulement défend encore le navire. Plusieurs pirates sont abattus par des tirs précis, mais bientôt, les soldats de la couronne ne peuvent contenir leurs assaillants. Il faut se résoudre à plonger au cœur de la bataille. Dans la confusion chaotique du corps à corps, on ne distingue plus ni les uniformes ni les visages. Un homme semblant prendre l'avantage sur un autre glisse sur une flaque de sang puis tombe. Son crâne est immédiatement fracassé par une crosse de fusil.
Chaque combattant lutte pour sa vie avec un épouvantable acharnement. Indécise pendant de longues minutes, la bataille tourne finalement à l'avantage des pirates. Une fois de plus, Barbe Noire a survécu. Quand il se redresse au milieu du carnage, son sourire de fauve ferait fuir les plus courageux des soldats. À regarder ses yeux, on peut le croire possédé par une force venue des ténèbres. Face à ces hommes, le capitaine lève son sabre au-dessus de sa tête en signe de victoire. La légende dirait-elle vrai ? Le colosse est-il protégé par le diable ? C'est alors que Maynard referme son piège sur son ennemi. Le lieutenant avait caché ses derniers hommes dans la cale avant l'abordage. 25 soldats font irruption sur le pont. Leurs fusils chargés préalablement font des ravages immédiats dans les rangs pirates. Affaiblis par le corps à corps meurtrier qu'ils viennent de remporter, ces derniers sont rapidement dépassés. Bientôt, Maynard parvient à isoler Barbe Noire. Le capitaine est acculé près du bastingage avec seulement 2 hommes à ses côtés. Qu'importe. L'équipage de Barbe Noire ne se rend jamais. Le chef pirate sait ce qu'il lui reste à faire. Dans une telle situation, il doit s'abandonner à son instinct de mort, le laisser guider les mouvements de cette épée devenue le prolongement de son bras. Déchaîné par une folie furieuse, il se jette sur Maynard. Les 2 adversaires roulent dans un nuage de fumée. Quand ils en émergent, désarmés, ils se battent à main nue, avec une férocité primitive. Impossible de dire lequel des 2 prend l'avantage. Jusqu'à ce que, tombant au sol, Barbe Noire ne ramasse un pistolet. Il le pointe vers Maynard, puis s'immobilise. Une baïonnette vient de lui trancher la gorge. Le capitaine le plus puissant de l'histoire des Caraïbes meurt sur le coup. Après la mort de Barbe Noire, l'activité pirate en mer des Caraïbes ne cessera de décliner. À la fin de l'année 1719, la République des anciens corsaires ne sera plus. Elle n'aura existé que 5 ans. Pourtant, un siècle plus tard, quand le roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson connaît un immense succès, il enracine l'univers pirate dans l'imaginaire collectif. Depuis, leurs histoires et leurs légendes fascinent le monde entier. Au XXIe siècle, le succès historique de la franchise Pirates des Caraïbes relance encore l'intérêt des spectateurs pour les aventures des anciens corsaires. Du manga culte One Piece aux jeux vidéo Assassin's Creed, des livres d'histoire aux films et romans qui lui sont consacrés, Barbe Noire reste encore à ce jour le pirate le plus légendaire ayant existé. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Raphaël Menoux. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.